Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai une petite pression que Pierre voilà, nous a mise. En même temps, je me contenterai assez modestement de vous livrer mon témoignage, vous faire part en fait de mon retour d'expérience et vous partager mes réflexions sur le cancer et le travail. Quand on mène un combat pour sa vie, on ne devrait jamais avoir à s'inquiéter pour son travail. Ces mots sont ceux d'Arthur Sadoun, l'emblématique PDG de Publicis, qui nous aide bien sur la thématique du cancer, qui a profité il y a quelques années de la tribune qu'offrait le Forum de Davos pour poser ce sujet. Et quand de puissants dirigeants lèvent le tabou du cancer et s'engagent, ils interrogent ou réinterrogent la conception que l'on a de la santé dans un monde, celui du travail, où il n'y a pas vraiment de place pour la maladie. Et ils rendent ainsi un défi visible qui est celui de travailler avec ou après un cancer, dans le même temps où les recommandations de la haute autorité de santé, qui s'appuient sur des études épidémiologiques, et ces études mettent en évidence la corrélation positive entre le fait de travailler et l'espérance de vie après un cancer. Alors il reste un chantier important, qui est celui de construire les conditions dans lesquelles le travail peut être considéré comme une ressource et comme un vecteur de santé. Ces mots d'Arthur Sadoun auraient pu être les miens. On m'a diagnostiqué 2 cancers à moins de 5 ans d'écart, peu après mes 40 ans. J'étais encore jeune, mère de 2 jeunes adolescents, engagée dans mon travail, dans ma vie. Alors, comme tout le monde, simultanément à l'annonce suite à l'annonce, les médecins m'ont expliqué que j'aurais 18 mois de traitement, dont 16 de chimiothérapie, et que garder le moral jouait un rôle très important dans le processus thérapeutique. Bon, voilà, comme tous, j'ai senti que le sol se dérobait sous mes pieds, que le tsunami m'emportait, la tempête me secouait. En tout cas, j'ai trouvé que c'était assez contradictoire parce que je ne voyais pas très bien comment j'allais pouvoir gérer le truc. Et sans trop réfléchir, j'ai été emportée par une conviction qui m'a semblé assez évidente à ce moment-là, c'était que pour aller bien, il fallait que je reste ancrée dans la vie qui était la mienne, la vie que j'avais choisie, celle qui s'épanouissait autour de ma famille, mes amis, mes sorties et mon travail. Et cette réaction, en fait, de s'accrocher quand tout tangue à quelque chose de solide, c'est assez primaire, c'est assez bien décrit dans l'étude là, toute récente de Jérôme Groslot sur le reclassement et ses alternatives. Donc en fait, c'est juste pour refuser que la maladie ne prenne toute sa place, toute la place, et d'être en fait réduite à un état de malade, ce que relevait Alexandra, que j'ai décidé de manière totalement unilatérale, je pense qu'on peut même dire un tantinet égoïste, pour sauver ma peau, de continuer à travailler sans en mesurer les conséquences, ni pour moi, ni pour les autres. Alors c'est vrai que pour moi, le travail, ça n'est pas qu'un loyer payé ou qu'un frigo rempli. Le travail, c'est avant tout ce qui vous permet de sortir de vous-même, c'est du lien social, c'est produire des choses pour les autres, c'est en gros ce qui contribue aussi à vous donner une place dans la société. J'étais au moment de mon premier diagnostic directrice des ressources humaines, directrice adjointe des ressources humaines de Toulouse Métropole et de la ville de Toulouse. Et je savais, pour avoir accompagné des collaborateurs, combien la reprise du travail est une étape terriblement compliquée. Notamment lorsque les arrêts sont extrêmement longs. C'est une période de doute, de peur de ne pas y arriver. C'est une immense énergie à déployer pour se réadapter à un rythme, aux changements survenus. Et on sait que dans le monde du travail, les changements arrivent très très vite.
se réadapter aussi à la vie d'une équipe. Et c'est bien souvent une période où c'est une période qui est assez peu bien accompagnée parce que tout à la joie de retrouver son collègue absent et guéri, donc là je mettrai de gros guillemets pour, voilà, sur le guéri, puisque Alexandra a bien expliqué que les effets secondaires se font encore sentir et que les gens parfois reviennent au travail toujours en traitement. En tout cas, souvent, ce collègue-là est accueilli avec un tombereau de tâches à faire, sans prendre conscience toujours qu'il ne revient pas de vacances et qu'il se remet petit à petit et il est encore en train de se remettre. Donc il s'ensuit parfois une difficulté absolue pour la personne de retour de faire face aux contraintes du travail et bien souvent ces périodes s'accompagnent d'arrêts de travail qui s'enchaînent dans un effet yo-yo que je juge assez désastreux pour tout le monde. Et alors moi, dans mes motivations à demeurer dans l'emploi, il y avait également celle de m'épargner cette épreuve supplémentaire. Alors, ce qu'il y a de totalement paradoxal dans l'expérience qui a été la mienne, c'est qu'il a fallu d'abord que je me batte pour continuer à travailler. Parce que quand on vous annonce que vous avez un cancer, vous basculez dans une prise en charge hyper médicalisée, y compris au travail, où bien souvent, la seule possibilité, la seule option que l'on vous propose est celle de vous arrêter. Et je n'ai pas connaissance de cas où on vous demande ce que vous voulez faire, surtout quand vous êtes salarié. Mes médecins ne m'ont jamais laissé le choix et j'ai déchiré de manière très méthodique tous les arrêts de travail qui m'étaient donnés. Lasse de devoir me justifier et de devoir convaincre que si, j'allais bien travailler. Rares d'ailleurs sont aussi les DRH à proposer d'autres alternatives que l'arrêt maladie, souvent par méconnaissance et parfois, je l'ai vu aussi, pour s'alléger d'un suivi administratif qui est forcément plus chronophage. Alors il n'y a pas de place pour la maladie dans nos entreprises et nos institutions. Et pourtant, la fonction publique dispose d'un formidable outil qui s'appelle le congé de longue maladie fractionné. C'est une alternance qui permet de prendre du temps pour se soigner, se reposer, et du temps pour travailler, et qui se gère directement et très simplement quand il est accordé dans une triangulaire entre l'agent, son médecin et l'employeur. Et ça permet d'adapter son temps de travail en fonction de ce qu'il est possible de faire. Et ce temps de travail peut être aussi fractionné à la demi-journée, ce qui en fait un outil extrêmement souple. Donc malgré un cadre administratif qui était posé, ce qui était une chance pour moi, travailler n'a pas été si simple pour des raisons qui sont à peu près identiques à celles d'une reprise de travail. Parce que le vrai sujet, celui dont on ne parle jamais, qui n'est jamais traité et qui reste, à mon sens, extrêmement tabou, c'est celui de la capacité à produire. Et il me semble nécessaire de l'aborder de manière très frontale, parce que la productivité, elle n'est pas seulement impactée, elle est également variable. Donc ça en fait une réalité effectivement très difficile pour un employeur, j'en conviens. Mon manager de l'époque n'avait pas compris que continuer à travailler ne signifiait pas travailler comme avant. Pour être très honnête, moi, je n'avais pas vraiment réfléchi sous cet angle non plus. Or, il est vraiment fondamental, et Alexandra l'a bien expliqué, de savoir que cette capacité de production, elle est impactée par des traitements, parfois même à distance, puisque les effets secondaires peuvent avoir un effet délétère bien après l'arrêt des traitements. Alors, posé de cette manière, on comprend bien les enjeux, on comprend bien que cette réalité a un impact sur le salarié lorsqu'il reprend son travail. Moi, je me suis sentie extrêmement seule, très démunie pour faire face à ces difficultés que j'ai traversées, évidemment, comme tout le monde. C'était extrêmement éprouvant à vivre, très angoissant aussi. Je mesurais à cette époque-là ce qu'était la fatigue, la vraie, celle qui vous torpille, qui vous empêche d'avancer. J'avais le sentiment d'être au ralenti, d'être un peu dans le flou.
je ne comprenais pas toujours ce qu'on me demandait. J'avais du mal à me concentrer. Donc, je collais des post-it à peu près partout pour ne pas oublier ce que je devais faire. J'étais parfois dans un tel état de fatigue que je me mettais à bégayer. Et j'avais le sentiment de jamais être à la hauteur. En tout cas, c'est un sentiment qui me quittait assez rarement. Qui m'angoissait aussi pas mal parce que je me demandais bien comment j'allais pouvoir continuer comme ça, comment mon employeur allait pouvoir continuer à me faire confiance dans les responsabilités qui étaient les miennes, alors que tout était effort pour moi. Je m'interrogeais aussi sur la suite de ma vie professionnelle, alors que je trouvais que je jouais mon rôle de manière quand même assez légère. C'était extrêmement culpabilisant à vivre, surtout quand je songeais que j'entraînais dans ma suite mes collègues, mes équipes, enfin ma collectivité qui honnêtement m'avait rien demandé. Donc là encore, en fait, pour réfléchir, j'ai réfléchi stratégie pour m'en sortir. Considérant que l'alternative consistant à me mettre en boule dans mon lit en rabattant ma couette sur la tête la risquait de m'en faire sortir les pieds devant et qu'il était impératif pour que j'aille bien, pour ne pas sombrer, que je travaille, que je ne me laisse pas aller. J'ai vraiment compris que le travail pouvait m'aider là-dedans. Mais que si j'avais besoin de travailler, il fallait que je m'adapte. Donc, j'ai organisé mon temps de travail en l'adaptant à mon état de fatigue et à mon traitement. Donc, à titre d'exemple, pour mes chimios, quand c'était vraiment difficile, je m'arrêtais 2 jours qui étaient adossés au week-end. Quand j'ai eu un protocole de chimio plus ciblé, je m'arrêtais juste le jour de l'injection. Quand je suis partie en radiothérapie, je travaillais le matin et je partais à la clinique l'après-midi. Je me souviens aussi m'être arrêtée 2 fois 15 jours parce que là, je ne mettais plus un pied devant l'autre et il fallait vraiment que je récupère. Pour mon second cancer, je suis restée en fauteuil roulant pendant plus d'1 mois. J'ai dû réapprendre à marcher pendant 1 an en clinique de rééducation. Donc là, mon employeur, soutenu par le FIPHFP, m'a proposé une prise en charge en taxi pour me permettre de continuer à venir travailler parce que c'était la seule solution. Je ne marchais pas et je conduisais encore moins. Et j'ai géré aussi mes périodes d'aplasie en faisant du total télétravail à une époque où c'était nettement moins démocratisé qu'aujourd'hui. Voilà, donc à mes différents postes, la question du management s'est aussi posée. Ça a été un vrai sujet qui avait un impact évidemment sur l'ensemble de mes collaborateurs. Il a fallu trouver un espace d'accompagnement pour l'équipe, Alexandra l'évoquait, pour traiter leurs difficultés, leur lassitude aussi, hein, dans une situation qui s'inscrit dans le temps. Ça, il ne faut pas le négliger, c'est lourd pour les équipes. En cela, moi, j'ai été très accompagnée, très bien accompagnée dans mes tâtonnements par un de mes collègues de travail avec lequel j'étais vraiment dans une relation de confiance totale et qui m'a vraiment aidée en prenant le relais dans cette organisation aussi expérimentale que chaotique. Et mon manager, au moment de mon second cancer, a fait preuve d'une humanité totale, ce qui nous a permis en fait de nous ajuster très simplement en parlant. Partant du principe aussi que pour recevoir, il faut d'abord savoir donner, j'ai toujours communiqué, sans pour autant rentrer dans des détails de santé qui ne concernaient personne, mais j'ai prévenu la DRH, ma ligne hiérarchique, mes équipes, très simplement, en leur expliquant que j'avais un cancer, sans expliquer d'ailleurs, enfin sans en indiquer ni la localisation, ni le degré de gravité, parce que ce n'était pas le sujet. Simplement, voilà, ça posait le fait que j'avais une maladie qui n'était pas juste une grippe. J'ai indiqué les grandes étapes du traitement. Je leur ai indiqué aussi que j'avais décidé de continuer à travailler, que forcément ça allait être compliqué et que j'avais besoin d'eux. Dans les anecdotes de l'annonce au sein de l'entreprise ou de son travail, j'ai quand même été amenée à consoler des collaborateurs qui étaient désespérés et qui s'accrochaient à moi en disant « mais tu ne vas pas mourir au moins ?» Bon, bah non, j'espère pas. Mais voilà, oui, c'est un moment très, très particulier. En tout cas, dans le dialogue, on a toujours trouvé des solutions.
En fonction de chaque étape du traitement, on s'est adapté, on voyait comment s'organiser. Pour moi, la régulation de l'activité, elle s'est faite sur le choix de me centrer sur les dossiers qui étaient les plus complexes. Pour d'autres choses, évidemment, j'ai tout délégué à mes collaborateurs. Je leur ai dit que leur choix serait mien, je les ferai miens. Ça a vraiment abaissé aussi leur degré de stress par rapport à tout ça et le degré de tension. Certains, et ça c'est toujours, enfin il y a toujours des choses positives dans toutes les expériences, en tout cas certains ont pris confiance en eux, ont été davantage mis en avant et du coup ont vu aussi leur carrière décoller, ce qui est un effet secondaire plutôt bénéfique de cette situation. Mon salon est devenu à de multiples reprises une salle de réunion assez sympa, il faut bien le dire, où on travaillait autour d'une tasse de thé. On a organisé des déjeuners de travail chez moi, où mes collaborateurs arrivaient avec de quoi nous nourrir. Et ces liens particuliers qui se sont créés, je crois, nous ont permis à ce que personne ne lâche et qu'on arrive voilà, jusqu'au bout à tenir tous dans le temps. En ce qui me concerne, et vous avez bien compris que j'ai eu l'occasion de me poser 2 fois la question, j'aurais vécu vraiment un arrêt de travail comme l'antichambre d'une mort à venir. Travailler m'a permis de rester droite, de faire face, de m'accrocher, de continuer à m'ouvrir aux autres et continuer à sortir de mon petit nombril aussi. En un mot, ça m'a vraiment permis de ne pas sombrer. Travailler m'a aussi permis d'être portée par ce que j'ai appelé des petites victoires, parce que quand on est malade et qu'on est confronté au regard des autres, et les autres n'étant ni la famille ni des amis, bah, c'est difficile. En tout cas, moi j'ai un souvenir épouvantable de mon premier jour de perruque au travail, où j'ai dû pleurer au moins 20 minutes dans ma voiture en imaginant que je ne pourrais jamais en sortir. Et cette fin de première journée où j'ai réussi à surmonter cette espèce d'angoisse totale, je me suis sentie mais un peu comme indestructible. Et ça m'a donné une confiance aussi dans ma capacité à faire. Et ce qui, quand on lutte contre la maladie, c'est pas rien de se sentir un peu indestructible. Être capable aussi de rédiger une note alors que la veille, je n'arrivais pas à lire un magazine, ça faisait partie des fiertés et ça me permettait vraiment de gagner en confiance. En tout cas, ces petites victoires, je les ai vécues aussi comme autant de batailles gagnées. Du coup, je me suis sentie plus forte, plus confiante, moins vulnérable et j'ai vraiment envie de vous le partager parce qu'on ne parle pas toujours de ce genre de choses et c'est vraiment important aussi à un moment où l'estime de soi, quand vous avez quand même le teint bien jaune et cireux et le cheveu rare, l'estime de soi, elle est quand même un peu mise à mal. Donc, ce regard des autres qui est évidemment alors empreint de bienveillance, toujours de maladresse parfois, et parfois même d'une certaine admiration, moi en tout cas, ça m'a vraiment portée. Ces 2 épisodes m'ont permis de réfléchir aussi à la manière dont on accompagne nos collaborateurs touchés par le cancer ou plus globalement par des maladies impactantes dans nos collectivités, dans l'entreprise. C'est un sujet dans lequel je me suis fortement engagée depuis plusieurs années parce que j'ai quand même eu conscience d'avoir une certaine forme de chance. Alors bon, je sais que quand je dis ça, les gens disent « Oh, tu es sûre ?» Bah oui, quand même, parce que d'autres ne l'ont pas, cette chance. Moi, j'étais dans une position dans l'organigramme qui m'a permis aussi de bricoler des trucs, d'expérimenter des choses. J'avais une connaissance des métiers de la RH qui m'a permis voilà, de me tenir éloignée d'un certain nombre de choses, et ça, tout le monde ne le sait pas. En tout cas, je contribue à une réflexion qui est portée par le Nouvel Institut pour essayer de réfléchir à des propositions innovantes et d'accompagner nos institutions, nos entreprises, à accompagner nos salariés touchés par le cancer. Cette réflexion, elle donne vraiment une part centrale à ce qu'on apprend de l'expérience. Elle valorise aussi une vision du travail flexible, à l'initiative concertée, au dialogue. Et enfin, évidemment, elle s'appuie sur le recours au congé de longue maladie fractionné, en tout cas pour la fonction publique, qui est quand même un formidable outil dans la souplesse qu'il propose.
Forte de ces expériences, du coup, je peux vous livrer les axes de réflexion qui sont les miens. Parce que, vous l'aurez compris, il n'y a pas de recette magique, de bonne solution, parce que la mise en œuvre de tout cela interroge le droit du travail, les pratiques de management, les outils RH, la question de la productivité, la relation à l'autre, la confiance et l'acceptation de la défaillance. Alors, je dirais néanmoins qu'il faut avant tout ne jamais oublier que chaque situation est unique. C'est le salarié malade qui a le choix ou non de continuer à travailler ou de décider de reprendre plus ou moins tôt après la fin de son traitement. Il n'est pas possible, nous, en tant qu'employeurs, d'exiger quoi que ce soit en la matière. Mais il me semble important aussi de savoir et de faire savoir qu'on peut vivre sa maladie autrement. Parce que ça, c'est culturel. Aujourd'hui, un cancer, c'est trop souvent un arrêt de travail. Il est fondamental aussi également de définir un cadre. Ça me paraît assez indispensable pour tenir dans la durée, pour permettre aussi la compréhension de la situation et des enjeux par les collègues de travail. Ce cadre, il doit être souple pour permettre à chacun, et quand je dis chacun, c'est évidemment le salarié malade, les managers, l'équipe, les médecins. Chacun doit s'adapter à tout moment. Donc, c'est ce qui est, selon moi, cet équilibre qui est le plus dur à trouver. Il faut aussi dire les choses, à minima, parce que là encore, ça me semble essentiel pour pouvoir être aidé. Sinon, ça ne marche pas. Ce n'est pas parce qu'on a un cancer que tout est dû. Personne ne peut comprendre que quelqu'un déroge à ce qui s'impose à tous sans explication. Il est évidemment aussi fondamental de rester humain lorsque l'on aborde ces questions, de savoir se faire confiance sans jugement et surtout d'oser expérimenter, innover tout en restant très pragmatique et en se posant les questions en bonne intelligence. Ne pas opposer non plus trop de contraintes administratives à des gens qui se battent pour leur vie. Ça me semble assez fondamental de rappeler ça, qui savent en fait ces gens, ce qu'est la fatigue, la vraie, celle qui vous empêche parfois de vous lever le matin, qui savent combien c'est difficile d'affronter les traitements, le regard de l'autre, quand vous n'avez plus de cheveux et plus de cils. Mais qui sont prêts aussi à aller au bout d'eux-mêmes, parce qu'en fait, dans cette période de leur vie où tout tangue, le travail est aussi un roc auquel ils s'accrochent dans la tempête qu'ils traversent. À titre d'illustration, je voudrais vous faire part de 2 expérimentations que nous avons menées la saison dernière à l'Opéra national du Capitole et à l'Orchestre national du Capitole où je travaille. Alors, on a tenté des choses. On a mis en place ce qu'on a appelé un accompagnement transdisciplinaire autour et avec l'agent malade. Donc, l'idée, c'est de l'aider à retrouver son poste dans les meilleures conditions. Donc, on a invité autour de la table l'agent concerné, bien entendu, la DRH, donc les acteurs RH qui étaient vraiment impliqués dans le sujet, le manager. Alors, on a entendu manager de manière assez extensive. Parfois, il y avait le N+2, N+1 évidemment. Dans le milieu du spectacle vivant, nous avons aussi les équipes de régie qui pouvaient être mises autour de la table. Le médecin du travail, donc ça c'est idéal quand il accepte de venir, ce qui n'a pas été le cas chez nous, mais ça ne nous a pas empêché de tenter l'expérience. On a été accompagnés par psychologue du travail, conseiller prévention, etc. Donc, dans ce tour de table, aucun détail sur la santé de l'agent n'est communiqué. Il convient simplement de comprendre ce que sa santé lui permet de faire et surtout ce qu'il ne peut pas faire. Ce qui était aussi une des hypothèses de base de notre travail, c'était de dire que chaque voix était identique. Donc, il n'y avait pas dans ce tour de table une voix qui était prépondérante sur les autres. On s'est réunis tous les mois et demi, parfois au démarrage c'était tous les 15 jours, avec un triple objectif qui était de fixer le cadre, donc pourquoi on faisait cela, à qui cela bénéficie, quelles étaient les échéances que l'on se donnait, comment communiquait-on à l'équipe, etc.
Deuxième objectif, c'était de définir conjointement et du coup collectivement là où les cibles qui étaient à atteindre d'une séance sur l'autre et bien sûr d'établir un bilan de la réalisation de ces objectifs précédemment définis. Le troisième objectif de ces réunions transdisciplinaires était vraiment aussi de ne pas laisser le manager seul dans cette gestion extrêmement difficile de la maladie et du travail, en prenant des décisions du coup de manière collégiale qui étaient portées et qui avaient du sens. Ça, c'était aussi important d'aider nos managers. Ce rythme de dialogue, donc assez soutenu, a permis vraiment de faire des ajustements nécessaires de manière très réactive et d'une manière aussi qui a été comprise et partagée par l'ensemble des acteurs. Ça nous a aussi permis de fixer des objectifs qui étaient à la fois compatibles avec l'état de santé des agents qui étaient concernés, mais aussi avec nos possibilités d'employeurs. Donc ça, c'est assez fondamental hein, parce que je répétais souvent que nous, notre cœur de métier, c'est de produire du spectacle et que nous n'étions pas un centre d'adaptation par le travail. Ça, c'est aussi important. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des aménagements qu'on peut faire dans un temps court, mais il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire parce que c'est pas possible en tant qu'employeur. Et ça aussi, c'est important qu'on se le dise et qu'on se le dise très simplement, justement pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Donc, dans les objectifs hein, qui ont été... qu'on a travaillé à titre d'exemple. On a par exemple profité d'une tournée de nos artistes pour mettre en place des répétitions avec un pianiste répétiteur pour une de nos artistes qui était concernée par cette maladie, qui devait revenir, mais qui était tétanisée à l'idée de revenir dans son collectif de travail, qui ne savait pas si elle allait être à la hauteur du niveau attendu. Et du coup, tout simplement, le fait que ses collègues soient en tournée, on a profité de la présence d'un pianiste répétiteur pour qu'elle reprenne doucement, à son rythme, pour lui redonner confiance dans sa capacité à faire et répondre aux angoisses du retour. Ça, voilà, c'est par exemple ce qui a pu être mis en place. Là, dernièrement, on a une de nos collègues qui revient au bout de 9 mois d'absence, qui était terrorisée, qui dormait plus de la nuit, qui sent que c'est allé trop vite, qu'elle comprend plus. On s'est dit que comme premier objectif, déjà, qu'elle fasse des nuits complètes au moins pendant une semaine, et qu'on reprenne ensuite un autre objectif, mais on lui a dit, première semaine, vous n'avez pas d'objectif de produire quoi que ce soit, on veut juste que vous fassiez des vraies nuits complètes et que vous veniez travailler tous les matins puisqu'elle est en temps partiel thérapeutique. Donc on est sur des choses qui sont assez basiques mais qui marchent plutôt bien puisque le soir même, la nuit complète était faite et du coup, forcément, la confiance revient et la capacité aussi à faire revient tout naturellement. Donc, le bilan qu'on tire de cette expérience, il est plutôt positif puisque en moins de 9 mois, pour les agents qui étaient concernés, le retour en emploi s'est fait de manière totalement normale. Le dialogue qu'on a pu avoir avec nos agents leur a permis de se sentir assez considérés et de ce fait de mieux accepter à la fois le cadre et les limites qu'on posait aussi à l'accompagnement, puisqu'on ne pouvait pas forcément tout faire, même si évidemment je ne vous cache pas que dans ces situations-là, la discussion était un peu plus tendue que quand on arrive à trouver des solutions. En tout cas, ce qui était important, c'est de remettre l'agent au cœur du sujet et en action, parce qu'on attend aussi de lui un certain nombre de choses. Ça permet d'interroger aussi la capacité à faire et comment potentiellement la question de l'aptitude au poste se pose. Les managers se sont sentis soutenus, accompagnés dans ces situations difficiles et forcément ça aussi c'est un gain de temps. Et cette vision de terrain a permis à la DRH d'envisager des réponses très pragmatiques et d'embarquer aussi les plus réticents. Donc ça c'est une première expérience que nous avons menée. On en a une autre que nous avons menée aussi la saison dernière, qui était de maintenir des collaborateurs en emploi, y compris en leur faisant changer de fonction, de métier.
quand ils ne pouvaient plus rester dans leur collectif de travail pour des raisons de santé. L'idée là, c'était vraiment de leur permettre de rester ancrés dans le travail, dans les valeurs positives que le travail apporte, et puis d'éviter aussi cette errance professionnelle parfois qui, on le sait, vient ponctuer des étapes de parcours de malades. Cette réflexion, en fait, elle est née aussi d'une demande d'un médecin traitant qui a posé un temps partiel thérapeutique avec une incapacité pour nous, et notamment sur nos métiers artistiques, d'y faire face. Donc, face à cette situation, on a expérimenté quelque chose en plusieurs étapes. Donc la première, c'est qu'on a demandé à la DRH de nous accompagner pour comprendre les enjeux pour l'agent avec l'appui de la médecine, du psychologue du travail. On a identifié aussi en étape 2 les savoir-faire de l'agent, ses compétences, ses aspirations, en même temps qu'on identifiait les besoins de l'établissement non résolus pour essayer de faire une mise en adéquation de tout cela. Et on a géré ça avec notre équipe pluridisciplinaire, ou en intégrant d'ailleurs le nouveau manager de l'agent dans le tour de table. Donc cette solution qui était assez souple et qui était assez intéressante a permis vraiment à des collaborateurs malades de continuer à travailler. Alors pour moi, elle ne peut fonctionner que si elle est bordée dans le temps, parce qu'il n'est évidemment pas question de créer de l'emploi de manière détournée. En tout cas, ça a un coût, c'est évident. Mais comme Alexandra l'évoquait, le coût de l'absentéisme est bien réel aussi. Donc bordée dans le temps, c'est assez intéressant. Il faut bien définir les missions qui sont confiées, qui, à mon sens, doivent aussi impérativement répondre à des besoins de l'établissement. Alors ça, c'est pas très compliqué à trouver parce qu'on a toujours plein de choses à faire qu'on ne fait jamais. En tout cas, c'est important pour moi de permettre aussi, quand on confie comme ça des missions autres, de donner des vraies missions pour qu'il y ait du sens à ce qui est fait. C'est aussi fixer la durée, on en parlait, pour moi pas plus d'1 an. Parce qu'autrement c'est trop long. Et les 1 an, c'est avec la phase d'accompagnement au poste de travail inclus. Voilà. Il ne faut pas perdre de vue aussi que le service d'accueil est généralement assez content de bénéficier d'une tête et supplémentaire, d'un cerveau supplémentaire. Donc, il va tout faire pour garder l'agent que vous lui aurez mis à disposition. Donc ça, il faut en avoir conscience pour déjouer les pièges. Et marteler surtout que l'objectif, c'est le retour dans l'emploi initial pour fixer des échéances. Et quand ce retour n'est pas possible, on part évidemment sur d'autres dispositifs. En tout cas, pour nous, c'est une expérience qu'on a trouvée, qu'on est en train d'évaluer, mais qui est vraiment extrêmement positive pour tout le monde. Alors, pour conclure, il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez, si je puis vous le demander de cette matinée, c'est que vous n'oubliez jamais que quand un salarié souhaite continuer à travailler ou quand il reprend son travail après un cancer, la vie d'après est rarement la vie d'avant. Il est donc fondamental, selon moi, qu'il soit accompagné par sa collectivité, son entreprise, et d'autant qu'à l'heure de la responsabilité sociétale des entreprises, à l'heure où le rapport au travail change fondamentalement, à l'heure où le partage des valeurs est important, et on sait notamment que la jeune génération est sensible aux valeurs que l'on porte, à l'heure où on a tant de mal à recruter, je pense que notre rôle de dirigeant, de manager, de responsable RH est de relever ce défi pour que le maintien en emploi ou la reprise ne s'apparente pas à une succession de nouvelles épreuves, mais que travailler en santé avec ou après un cancer soit possible tout simplement. Je vous remercie de votre écoute et je me tiens à votre disposition.
Merci beaucoup Isabelle pour ce témoignage assez incroyable. Enfin, je pense qu'il faut tous qu'on digère quelques instants la richesse de vos propos et la pudeur surtout avec laquelle vous amenez tout ça. Enfin, bon, moi j'ai besoin d'un petit peu de temps, je trouve ça tellement incroyable. J'ai plein de questions, j'en ai oublié mon téléphone et en plus j'ai le micro donc j'en profite pour en poser. Et voilà, on va passer aussi le micro évidemment. Euh, je voulais vous demander comment votre parcours personnel est venu alimenter les actions que vous meniez d'un point de vue professionnel. C'est-à-dire comment votre parcours individuel face à la maladie est venu alimenter les réflexions que vous aviez pour mieux accompagner les agents qui étaient concernés par des problématiques de santé au sein de votre établissement, que ce soit pour les mêmes problématiques que celles que vous avez vécues ou pour d'autres maladies de longue durée. J'ai envie de vous répondre assez égoïstement. En fait, c'est aussi une manière de donner du sens à ce que j'ai vécu. Quand je disais que j'avais malgré tout de la chance, parce que moi, j'ai pu bricoler des choses et du coup, j'ai quand même pris conscience quand voilà, j'ai fini de m'occuper de ma petite personne et que je me suis retournée sur les autres, j'ai réalisé que moi, j'avais bénéficié d'un certain nombre de choses, j'avais tordu des règles, j'avais bousculé un peu tout le monde parce que j'étais au poste qui était le mien et que ça, malheureusement, c'était pas le cas pour tous. Et j'ai trouvé ça extrêmement injuste et anormal. Donc, il m'est apparu aussi évident, à la fois peut-être pour me dire que voilà, j'avais pas été malade pour rien, j'en sais rien, en tout cas pour faire quelque chose aussi de cette expérience, de dire que bah, j'allais en faire profiter d'autres. Et comme de fait aussi, Alexandra a donné les chiffres, l'entreprise, nos entreprises, les employeurs que nous sommes concernés par la maladie. Nous n'avons pas d'autre choix que nous ayons envie ou pas d'y faire face. Donc à un moment donné, c'est peut-être aussi dans ma nature de ne pas contourner les obstacles, mais plutôt de les affronter directement et de faire face. Ça me semble assez naturel, voilà, de prendre les problèmes et d'apporter des solutions. Alors, les solutions, c'est encore du bricolage. Malgré tout, on commence à pouvoir esquisser quelques cadres, voilà, mais on voit bien que ce sont des solutions qui doivent être adaptées à chacun, à chaque instant, à chaque moment. Donc, en fait, on est dans des choses qui relèvent un peu juste un peu d'humanité, d'empathie, d'écoute, de regard sur l'autre. C'est pas foufou quand on y songe, hein. C'est juste être un peu humain. Merci beaucoup pour cette réponse. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai encore plein. Et du coup, le temps que je monte le micro, j'en profite pour en poser une, même si vous n'êtes pas loin. Vous avez évoqué, parce que j'ai plein de questions, vous avez évoqué notamment le CLM en disant que c'est un super outil, mais pas forcément souvent mis en place parce que méconnu ou parce que lourd administrativement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, le congé de longue maladie fractionnée, c'est effectivement un super outil parce que c'est quelque chose qui est extrêmement souple. Ce qui est compliqué aussi, c'est la gestion de cette souplesse, puisque le CLM pose le cadre d'un arrêt de travail, donc il va nécessiter un arrêt de travail qui peut être géré directement par le médecin traitant, donc c'est en ça que c'est assez souple. Donc soit on définit une période en disant, un peu comme le congé, comme pour des temps partiels thérapeutiques, en disant on vient travailler que le matin ou que les après-midi ou 2 jours par semaine, etc. Donc il y a une récurrence qu'on arrive à organiser et qui du coup peut permettre que le médecin arrête sur une période un peu longue de la même manière. Mais en fonction des traitements, parfois c'est pas toujours bien adapté parce qu'on voit que parfois ça va pas. Donc en fait, on peut avoir aussi des systèmes extrêmement souples où là, les arrêts sont vraiment très perlés en fonction de la capacité à venir travailler et puis des besoins de soins et de repos. Donc c'est en ça qu'il y a une vraie souplesse, une vraie facilité
flexibilité, mais qui nécessite de l'autre côté que l'employeur s'adapte, et c'est là que ça devient aussi compliqué. Pour autant, comme tous les postes absents aujourd'hui dans les contraintes financières et budgétaires qui s'imposent, j'imagine, à vous tous, à nous tous, tous les postes ne sont pas remplacés. Du coup, le fait de pouvoir garder des gens qui ont envie, évidemment, de travailler, de pouvoir les garder en emploi, même si c'est un peu perlé, ça peut être aussi des solutions intéressantes pour tous. Mais effectivement, c'est une gestion qui est plus lourde administrativement, parce que il faut suivre l'arrêt maladie, c'est des décomptes, c'est la gestion administrative de l'arrêt maladie qui devient lourde à ce moment-là. Bonjour, moi je suis médecin du travail à l'université. J'aurais une question sur ce que vous avez pu mettre en place pour les... Vous m'entendez ? Oh là là, encore plus fort. Bonjour, je suis médecin du travail sur l'université. Donc je confirme l'intérêt du CLM fractionné. Mais moi j'aurais une question sur ce que vous avez pu mettre en place pour des agents contractuels qui ne peuvent pas bénéficier de ce CLM fractionné. Si vous avez pu bricoler des choses et si vous pouvez nous les partager. Alors, on a bricolé des choses. Alors, je n'ai pas vraiment bien les dispositifs en tête, mais donc, moi, je travaille à Toulouse, et la CPAM à Toulouse, au Cancéropole, propose des systèmes assez souples comme ça, qui peuvent s'apparenter à du congé de longue maladie fractionné. Donc, on a pu... on a pu mettre en place des systèmes un peu équivalents. Voilà. Mais j'avoue que là, c'est pas toujours, mais la fonction publique a un énorme, cet outil dans le public est quand même assez fabuleux. Après, autrement, on est sur du temps partiel thérapeutique qu'on essaie de moduler. Ça peut aussi être possible. Oui, c'était un congé, un congé de grave maladie, c'est ça. Ouais, un congé de grave maladie, mais avec des périodes de reprise. Enfin, on a réussi à trouver un système comme ça. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait été dans une ancienneté de moins de 3 ans. Là. Ouais. Non, là, c'était un contractuel de plus de 3 ans. Alors, moi, c'est pas une question, c'était juste pour dire que l'expérimentation que le FIP finance et dont a parlé Isabelle Arnaud-Roy, que je remercie vivement, avec le nouvel institut, va s'étend déjà à la fonction publique d'État et à la fonction publique hospitalière. Nous avons d'autres employeurs publics qui participent et qui alimentent l'expérimentation à la fois sur le CLM fractionné et sur la concertation d'initiatives concertées. Merci beaucoup. Écoutez, Isabelle, je crois qu'on arrive au bout des questions. Un grand merci à vous. Je pense qu'on peut encore applaudir Isabelle pour son témoignage. Un grand merci à vous.